définir la culture, définir cette charte, c'est effectivement pas suffisant si on va pas un cran plus loin. Si on veut vraiment que le CEO puisse déléguer complètement à des managers, il faut définir c'est quoi le management qui est cohérent avec notre culture. Ça fait quand même des années qu'on arrive à penser une expérience client à distance. Quand tu vends un SaaS, quand tu vends des produits en ligne, comme énormément d'entreprises qui sont transformées sur la transformation digitale, tes clients ils sont pas avec toi tous les jours. Pourtant, tu arrives à leur faire vivre une expérience. Tes collaborateurs, c'est exactement la même chose. Donc toute l'idée par rapport à ça, c'est pas d'aller comme ça à l'étranger, à l'international, la fleur au fusil, c'est de se dire en amont, qu'est-ce qu'on veut vivre ? Est-ce qu'on veut une seule culture ? Est-ce qu'on accepte un certain degré de tolérance ou de richesse ou de diversité dans la culture ? Voilà, donc c'est de réfléchir à cette stratégie culturelle et c'est ça qui fait que votre développement international sera scalable. Bienvenue à tous pour cet épisode, même ces 2 épisodes spéciaux d'Harmony Inside. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, ou pas directement, vous allez voir un peu après, mais il y a 2 personnes que vous connaissez bien, que vous avez bien connues, Patrick et Hélène. Vous avez tous les 2 animé beaucoup d'interviews et d'épisodes sur Harmony Inside. C'est la fin de l'année 2023 quand on enregistre ça. Et on a eu envie déjà de vous faire plaisir et puis de nous faire plaisir aussi. Et pour ça, donc 2 épisodes. Comment mettre sa culture en action et comment faire évoluer sa culture pour 2 raisons. La première, c'est que vous vous posez beaucoup de questions dans ces temps où ça tangue un peu sur la culture entreprise. Et puis pour aussi une deuxième raison qui nous est plus propre, c'est qu'on entend encore beaucoup de choses sur la culture qui sont assez fausses, beaucoup d'idées reçues, et qu'on a eu envie un peu aussi de mettre quelques points sur quelques i et de traiter tous ces sujets-là. Let's go ? Allons-y. C'est parti. Il y a un premier sujet, je suis sûr que vous allez adorer. On entend toujours, très souvent, mais de toute façon, la culture d'entreprise, c'est les valeurs. Et je suis à peu près sûr que vous n'êtes pas trop d'accord avec ça. Alors, du coup, si la culture d'entreprise, c'est pas que les valeurs, qu'est-ce que c'est que la culture d'entreprise ? Bonne question. Je crois que Patrick, il a une phrase qu'il aime bien dire. Une phrase que j'aime bien dire. La culture, c'est ce que tu fais quand le chef n'est pas là. Et c'est Kevin Duchier, qu'on salue aujourd'hui, qui dit ça. C'était ma toute première interview. C'était la première, c'est l'Harmony Inside numéro 1. Voilà, non, l'important, c'est de comprendre que la culture, c'est vraiment la règle du jeu, c'est vraiment le mode d'emploi, c'est ce qu'on fait, ce qu'on doit savoir pour être autonome. Donc, et comment on l'a défini, Hélène, plus précisément ? Alors nous, ce qu'on met dedans, parce qu'effectivement, la culture, si vous tapez sur Internet, vous aurez presque autant de définitions que de personnes qui s'expriment sur le sujet. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans la culture, on inclut 4 piliers. Et la culture, elle va devoir agir en tant que filtre, en tant que boussole de décision. Donc, il faut que ces 4 piliers soient évidemment parfaitement cohérents. Le premier pilier, c'est le fameux why. Donc, pourquoi vous faites tout ça, la mission, la raison d'être, etc. Le second pilier, très important, c'est le how. Donc, c'est les valeurs qui nous animent. De quelle manière on travaille. C'est vraiment les modalités, à ne pas confondre avec les finalités. Souvent, on va un peu mixer les deux. Ensuite, il y a le where. On va où tous ensemble. Donc, quelle direction, quelle ambition on se donne. Et enfin, il y a le what qu'on appelle en fait, c'est le métier, la proposition de valeur. Parce qu'il y a un paquet de boîtes où en fait, c'est pas forcément clair qu'est-ce qu'on est en train d'offrir à qui. Et quand tout ça, c'est super clair pour tout le monde, il se passe des choses extraordinaires. En fait, ça va constituer un cadre, en fait. Et Guillaume Richard, le président de WeCare, que l'on salue ici, qui était aussi l'épisode 25, je sais plus. Oui, tu peux tenter des pifomètres sur les numéros d'épisodes, c'est pas grave. Et il a une expression très super, il dit qu'effectivement la culture, c'est le terrain de jeu et c'est les règles du jeu. Et il définit, il y a 4 éléments, il y a les 4 éléments que tu viens de dicter, et ça permet aux collaborateurs d'être autonomes, de savoir quelles sont les règles du jeu, et donc de pouvoir être complètement libre de jouer le jeu qu'ils veulent. Et à quoi ça sert au final de faire tout ça ? Parce que tu as beaucoup ce côté, oui, on a défini une nouvelle entreprise, mais on ne sait pas bien ce que c'est, pourquoi c'est intéressant. On a ces 4 piliers, c'est quelque chose d'extrêmement large. On comprend que ça inclut aussi le business, qui est quand même pas rien. Mais finalement, pourquoi on devrait y passer du temps sur ce sujet ? On doit y passer du temps parce que, justement, pour l'autonomie des collaborateurs, pour aussi créer cette confiance. En fait, la culture, ça va être le lien, ça va être la confiance innée, et tout ce qui sera différent de la culture de l'entreprise va créer des tensions, des quiproquos, etc. Et donc, ça va être vraiment la façon de rassembler, et on le voit dans le why, donc donner de l'énergie, on le voit dans le how, donc le comportement, donc là encore, quels sont les comportements incontournables qui nous lient, et voilà, c'est vraiment les règles du jeu.
Et puis peut-être au-delà de ça, c'est vraiment, nous, quand on a défini la notion d'harmoniste, notre métier, on a voulu parler de ce qu'on appelle le diapason. En fait, l'idée, c'est, on n'est pas dans une entreprise, forcément dans un grand orchestre symphonique avec un chef d'orchestre et chacun a une partition. On est plutôt comme un orchestre de jazz, donc chacun va devoir un peu improviser. Il faut quand même qu'il y ait un peu une mélodie commune, qu'il n'y ait pas de, justement, ce qu'on va appeler des fausses notes ou une cacophonie. Et l'idée, c'est que la raison d'être, les valeurs, la proposition de valeur et notre ambition, tout ça, ça va servir de clé de cohérence, de diapason pour faire ding et se dire, OK, est-ce que là, dans la direction où je veux aller, je suis ou pas cohérent? Et nous, vraiment, notre obsession, je crois qu'on peut le dire, chez les harmonistes, c'est cette notion de cohérence. Et du coup, pour être cohérent, faut avoir un repère. Et c'est la culture. Et ça se voit particulièrement lorsqu'il y a des fusions ou lorsqu'il y a un changement de dirigeant. Et c'est là que se passent les chocs de culture. La culture, c'est l'air qu'on respire, c'est ce qu'on vit ensemble. Et c'est lorsqu'on voit quelque chose, un événement extérieur qui arrive, une fusion, une acquisition. Et là, on se rend compte qu'il y a une culture différente. Et si elles ne sont pas compatibles, c'est là que les tensions deviennent absolument flagrantes. Tout à fait. Et tu parlais d'avoir un repère. Hélène, justement, la culture, c'est un sujet qui a beaucoup de résonance, qui a regagné beaucoup de terrain sur les dernières années, parce qu'on est passé par une longue phase de perte de repères, période Covid, période de travail à distance, et je crois que Patrick, il y a un nouveau truc qu'on a beaucoup dit depuis cette période-là, que tu peux peut-être nous lancer et qui t'énerve beaucoup. Oui, il y a vraiment un doute auprès de toutes les personnes que l'on entend souvent, c'est comment vivre la culture lorsqu'on est en télétravail. Est-ce que la distance va tuer la culture? Est-ce que c'est voilà, donc c'est un vrai doute. Est-ce que, et on a notamment on a posé des questions aux dirigeants des podcasts que tu as interviewés, et je salue Marie Vaillant de Yemandia ou Jean de Roglaude de Collective qui disent est-ce que le travail à distance de l'équipe rend plus complexe la transmission et le développement de la culture d'entreprise? Qu'est-ce que vous en pensez? Si la distance tue ta culture, c'est probablement que ta culture n'était pas forcément assez forte, assez claire et assez partagée au départ. Effectivement, si la culture, c'est des valeurs qu'on met sur les murs et qu'on ne voit plus les murs, on ne voit plus la culture. Logiquement, le but, c'est d'aller un peu plus loin. Après, évidemment qu'il faut aussi que ça t'oblige à capitaliser sur la culture, à la formaliser, à la processiser et à l'utiliser de manière consciente et intentionnelle, et à se dire autre chose que la culture, c'est ce qui se passe à la machine à café, parce que c'est le sempiternel truc qui est regretté par tous les dirigeants. On n'arrive pas à retrouver les discussions de la machine à café, comment on va faire, etc. Toi, Hélène, là-dessus, sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a autre chose que la machine à café dans la culture d'entreprise quand on est à distance? En fait, le truc, c'est que j'ai pas mal de contre-exemples en tête. C'est-à-dire, il y a des boîtes déjà qui sont 100% à distance. Carrément. Quand on pense à Pentalog, par exemple, eux, ils sont 1200 partout dans le monde et 100% à distance. Tout le monde est à distance. Et en fait, ils ont une culture super forte. Il y a un sentiment d'appartenance. Ils ont des gens qui sont hyper fiers de faire partie de la boîte. Ils ont des valeurs qui sont hyper clairement définies. Et ils onboardent, ils vivent, ils animent des communautés, etc. Tout online. Donc en fait, l'idée, c'est plus comment est-ce qu'on crée du lien, comment est-ce qu'on crée un sentiment d'appartenance et comment est-ce qu'on s'assure. Et à l'inverse, il y a des bureaux où les gens sont chacun dans leur petit espace bien fermé, personne ne se parle, où on parle juste aux personnes de son équipe. Donc la culture et la distance, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Ce qui est sûr, c'est que il faut que ce soit cohérent avec la culture de la boîte. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de Château-Forme, par exemple, dans leur culture, il y a cette notion de chaleur ajoutée. Et donc, eux, ils ont fait le choix de dire, malgré le Covid, malgré ces pressions qu'on a vers le télétravail, nous, on va décider de ne pas en faire. Parce que ce n'est pas cohérent avec nous. Mais par contre, il y a plein de boîtes qui ont réussi ce switch parce qu'effectivement, elles ont mis en place... En fait, tout ce qu'on avait naturellement, il va falloir le recréer, entre guillemets, un peu artificiellement. C'est-à-dire qu'il faut ritualiser. Il faut ritualiser plein de choses, avoir des points one-to-one ritualisés, avoir des moments de virtual coffee ritualisés. Et il faut que tout ça soit planifié dans l'agenda pour s'assurer qu'on va avoir cette discipline, parce qu'en fait, c'est vraiment une question de discipline, pour faire vivre la culture d'entreprise quand on est à distance. Mais ça marche très bien. Carrément, tu peux créer des cultures qui sont déjà plus propices que d'autres aussi au travail à distance. Tu disais, il faut que ce soit compatible avec ta culture, avec ton entreprise. Assess First, David Bernard qui est venu sur ce podcast nous raconter ça, 100% remote, ça marche très bien, ça fait des années qu'ils n'ont plus de bureau, ils n'ont pas forcément attendu le Covid pour le faire, mais ils ont une culture de transparence, de candeur radicale, de responsabilité extrême, et ils recrutent aussi que des gens qui matchent avec cette culture-là et qui donc sont aussi à l'aise pour évoluer dans un environnement distanciel. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, ça fait quand même des années qu'on arrive à penser une expérience client à distance. Quand tu vends un SaaS, quand tu vends des produits en ligne, comme énormément d'entreprises qui sont transformées sur la transformation digitale, tes clients, ils ne sont pas avec toi tous les jours. Pourtant, tu arrives à leur faire vivre une expérience. Tes collaborateurs, c'est exactement la même chose.
tu peux mapper ton expérience collaborateur, tu peux mapper tes process, comme tu le ferais avec une expérience client, et te dire, voilà tous les touchpoints que j'ai, voilà l'émotion et l'expérience que je veux leur faire vivre. Comment je fais pour activer ma culture et mes valeurs sur chacun de ces touchpoints. On le voit, les entreprises qui avaient vraiment déjà une belle culture, lorsque la Covid est arrivée, en fait, ils l'ont assez bien vécu. Tout de suite, les tâches se sont partagées, il y a eu une connivence. Voilà, les entreprises qui n'avaient pas de culture, lorsqu'elles ont dû mettre en place le télétravail, ça a été extrêmement violent. Ouais. Et donc, toute l'idée, c'est de se dire, le télétravail est peut-être l'opportunité de revoir sa culture, de l'enflammer dès le départ dans l'onboarding. Et voilà. Donc, si effectivement le télétravail se développe de plus en plus, qu'est-ce qu'on re-engineering comme process? Peut-être on a une culture un peu plus écrite, comme le fait GitLab, où tout est écrit, ce qui permet, comme le fait Alan, ce qui permet effectivement de permettre le online, enfin le travail à distance d'opérer de manière très efficace. Puis je vais peut-être nous jeter 3 fleurs aussi, mais j'ai parlé de business SaaS, etc. C'est facile, effectivement, quand on vend des outils de vendre à distance. Il y a un autre cas, qui est notre cas. Harmonist, on a une trentaine d'harmonistes. On est complètement remote. On n'a plus de bureau depuis Depuis le Covid. Ou la Covid, Patrick le dit bien et pas nous. On a rendu tous nos bureaux. On fait des missions à 3, 4, 5 harmonistes. Et typiquement, on a fait une mission il y a peu de temps. On s'est rendu chez un de nos clients pour animer un gros séminaire, un gros atelier. On était 4, c'était la première fois qu'on se voyait en vrai parce qu'on vit tous dans des pays différents. On bossait ensemble en remote. Et quand tu as un de tes clients qui te dit, mais vraiment, vous voir ensemble, juste, ça marche, it just works, alors que c'est la première fois que vous vous voyez, c'est juste, ça montre que clairement, c'est possible de bosser complètement à distance et d'avoir quand même une alchimie et d'avoir quand même une harmonie dans une équipe. Tout à fait. Ce qui fait d'ailleurs le lien avec le fait que on pense beaucoup à la culture sur l'aspect justement télétravail, manière de fonctionner, etc. Et la culture, disons-le, on en fait du coup souvent un sujet qui est 100%, voilà, c'est du recrutement, c'est du management, en gros c'est des RH. Et pourtant, il semblerait parfois qu'on puisse se dire que la culture, ça peut aussi se faire ressentir ailleurs. Et là, tu viens de parler par exemple d'un client. Donc là, effectivement, on avait cette question de se dire, c'est une question de Eric Delalande. Salut Eric. The Keepers, encore un bel épisode que je vous recommande d'écouter, et qui parlait d'un partenariat, en fait, en disant comment est-ce que quand on veut mettre en place un partenariat, mais ça peut être la même chose pour choisir un fournisseur, un client, etc., comment on va justement prendre en compte cette culture pour s'y adapter, mais sans se renier. Donc comment est-ce qu'on peut trouver un peu cet équilibre? C'est vraiment une conviction profonde de dire que la culture, elle concerne toute l'entreprise. Alors on parle de symétrie des attentions, les clients, l'interne, mais c'est aussi, au-delà de ça, c'est les fournisseurs, c'est les partenaires que tu viens de dire, c'est aussi les actionnaires, etc. Et c'est vraiment nous ce qu'on appelle la systémie, et tous les harmonistes ont cet état d'esprit systémique de se dire ok, la culture c'est le référentiel qui va ruisseler un peu partout. Et donc lorsqu'on travaille sur un partenariat ou par exemple un investisseur, à essayer de comprendre si on est compatible dès le départ, avant de parler business, avant de parler des choses concrètes, comprendre est-ce qu'on va avoir confiance spontanément l'un avec l'autre, et prendre ce temps en amont, ça va être le gage de l'efficacité dans le partenariat, et c'est valable pour toutes les parties prenantes. Tout à fait. Puis je reviens sur le truc que tu disais, la culture c'est un truc de RH. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises pour qui la culture c'est géré par la RH. Mais d'une part, ça dépend du rôle que tu vas donner à ta direction RH. Ça peut être le cas si tu as un DRH qui est très puissant, qui est au COMEX, qui a de l'influence, qui a un vrai regard business et qui va être capable de gérer ça justement en harmonie avec toutes les équipes. Et puis, en vrai, la culture c'est clairement, on l'a dit tout à l'heure, dans la culture, tu inclus ton business model, ta proposition de valeur, ta différenciation, la valeur ajoutée que tu vas apporter à tes clients. Donc, c'est pas juste un truc qui se gère au niveau des RH en faisant 2 ateliers et après on est content. C'est quelque chose qui doit pouvoir transpirer de partout. Et pour ça, il faut une vue hélicoptère. Et pour ça, il faut que ce soit le dirigeant qui s'en serve. D'abord pour cette raison-là, et pour une autre raison qui est que c'est lui le dépositaire, c'est lui le gardien du temple, le gardien des clés, de ce que tu veux. Et en tout cas, c'est lui qu'on va regarder pour avoir un exemple de comment il faut faire. Et cette notion d'exemplarité, elle est aussi hyper importante. Ça, c'est le premier point. Et pour revenir sur ce que tu disais, Patrick, il y a des boîtes, je sais que tu en connais, moi je pense à Alenia avec Emery qui est venu nous raconter ça, qui a passé énormément de temps à bosser sur ses valeurs, sa culture, etc. C'est une ESN, enfin une SS2I anciennement, il fait de la prestation de services pour la production applicative pour des banques, des trucs qui sont compliqués et qu'on ne comprend pas forcément. Il vient en rendez-vous commercial, il parle de l'identité de sa boîte, il parle de qui on est, comment on bosse. Avant de parler de ça va coûter tant, on va te mettre 4 gars qui vont te faire des trucs et tout, il parle d'abord de comment ça va se passer de bosser ensemble. Et clairement, toi, c'est des exemples que tu prends souvent, c'est l'exemple d'aller chercher cette résonance-là, d'aller tester cette résonance-là.
Absolument, et d'appliquer véritablement, de l'exprimer effectivement sa culture, ses valeurs, sa raison d'être, dans la présentation commerciale de son entreprise, et aussi dans la façon, dans le care client, dans la façon dont on va se comporter tout au long de tous les points de contact avec le client, mais aussi dans les moments de tension. Ça me fait penser à Chapka et Geoffroy Bonnet et Marc, qui était notre client numéro 1. Ouais. Donc on le salue. Longue histoire d'amour, ça. Voilà, on le salue vraiment. Et lui, par exemple, il a énormément utilisé à la fois ses valeurs, réactivité, il est dans l'assurance, le courtage d'assurance. Et ben, l'ensemble des correspondances, des mails, des téléphones sont répondus dans la journée chez Chapka, avec transparence, etc. Donc il a d'abord appliqué sa culture auprès des clients. Pareil, la raison d'être, il a permettre aux jeunes de se découvrir et de découvrir le monde, plutôt que de vendre de l'assurance voyage. Voilà, il a utilisé ça en termes de communication, il a fait des films, etc. Et c'est ça qui a donné une différenciation dingue à ce courtier en assurance voyage et qui a fait son succès. Mais il l'a aussi mis en œuvre en interne avec ses fournisseurs, etc. C'est vraiment cette mise en œuvre totale qui marche très très bien. Et c'est ça qui donne une simplicité. Finalement, la culture, c'est la façon de gérer votre entreprise sans perturbation, sans complexité. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Donc c'est pas qu'un truc de RH finalement. C'est pas un truc. Alors là où les RH quand même ont un rôle très important, c'est qu'ils vont inciter, ils vont encourager. Parce que si vous avez des collaborateurs qui vivent la culture en interne, ça va se ressentir au niveau des clients. Mais il faut surtout que ça sorte des RH. Et c'est là le rôle, le Chief Cultural Officer est très intéressant, de nommer dans le CODIR quelqu'un qui n'est pas la RH justement, parce que souvent le Chief Cultural Officer est le DRH, et on vous encourage à essayer de dire, bah, si c'était quelqu'un d'autre, si c'était le directeur de la production. Et là, on va sortir du RH, et c'est une très bonne chose. Carrément. Justement, tu parlais de nommer ça pour le dirigeant. Est-ce que le dirigeant, c'est le DRH, c'est forcément le Chief Cultural Officer, etc. En fait, c'est une vraie question de c'est qui le responsable de la culture. On a fait un épisode entier qui parle de ça, d'ailleurs, je vais aller l'écouter. Mais souvent, à l'inverse, quand on dit pas que la culture, c'est un truc de RH, on va dire bah, la culture, c'est un truc de dirigeant. La culture, c'est le CEO qui s'en occupe. Vous êtes d'accord avec ça ? Bah, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est que par défaut, tant que la culture n'est pas formalisée, tant que la culture n'est pas vraiment quelque chose qui devient un pilier de la boîte, par défaut, on va regarder le dirigeant. C'est-à-dire, en gros, la culture, c'est un filtre de décision. Donc, si le filtre, il n'existe pas, s'il n'est pas formalisé, bah, du coup, à chaque fois, inconsciemment, quand je dois prendre une décision, je vais regarder mon CEO et je vais dire, OK, lui, il ferait quoi à ma place ? Ou lui, il voudrait que je fasse quoi ? Et du coup, évidemment, ça fait que tout le poids de la culture repose sur le CEO. Et bah, c'est quand même le rapporter. Donc l'idée, c'est en définissant la culture, de pouvoir s'en dégager. Et je trouvais ça intéressant, par exemple, chez Pentalog, il disait, nous, la culture, elle va carrément remplacer toute une fonction. Enfin, elle va remplacer la RH, elle va remplacer la com, elle va remplacer un certain nombre de gouvernances, parce que, en fait, c'est le cadre des valeurs, c'est l'esprit agile qui va être le filtre et qui va servir d'arbitre. Mais genre, ils n'ont pas de RH, du coup ? Non. Ok. Pas de RH. Et ça marche, parce central. que tout le monde est aligné sur les valeurs, c'est comment se comporter, et que du coup, tu décentralises une fonction centrale. Quoi. Exactement. Et du coup, tu autonomises à fond les gens. D'ailleurs, c'était aussi un peu, tu citais WeCare tout à l'heure, c'était la même idée. La même idée, c'est de faire en sorte finalement que tous les collaborateurs soient les gardiens de la culture. C'est qu'arriver à ce que le collaborateur va dire à son collègue à côté, bah là, c'est pas comme ça qu'on fait chez nous. Voilà, ou qui va relever une incohérence. Bien sûr, au milieu, il y a les managers qui sont entre les deux. Donc, en fait, c'est le rôle de tout le monde. C'est bien sûr le rôle des dirigeants, du dirigeant qui est évidemment la personne qui doit être exemplaire, mais c'est les managers qui doivent être les relais et l'ensemble des collaborateurs. C'est comme ça, lorsque c'est développé dans toute la boîte, que vraiment on a gagné, quoi. Et justement, ça m'amène une question, ce côté, il faut que chacun connaisse son rôle et sache jouer son rôle dans la culture à la bonne place. Une question d'un autre invité que tu connais, Sébastien Loctin, BioFuture, super ketchup, essayez. C'est pour un petit moment pub, et c'est pas sponsor. Mais bref, tout ça pour dire que Sébastien, il se demande et il nous demande, est-ce qu'un grand leader doit être un grand manager ? Tu n'as pas 4 heures, vous n'êtes pas 4 heures, vous n'avez que 10 minutes. Ça fait vraiment le truc de philo, là. Non, moi, c'est ma conviction qu'à partir du moment où la culture a été définie, une fois que la vision est claire, que l'ambition, que la stratégie est claire, que les règles de fonctionnement sont claires, c'est à chaque collaborateur de donner le meilleur de lui-même. Le dirigeant n'a pas forcément besoin d'être le leader charismatique. C'est très bien en termes de représentation, c'est très bien pour donner de l'énergie. Le dirigeant est là pour aussi mettre en challenge, donc il a un rôle extrêmement important. Mais je dirais, un grand leader, pas forcément un grand manager. Souvent ils le sont, mais quelquefois ils ne le sont pas. Oui, et en fait, même au contraire, c'est peut-être mieux d'arrêter de se mettre cette pression de « je dois être le leader manager parfait ». Ce qui est chouette avec la culture, c'est que justement, ça permet deux choses. Ça permet d'une part
de pouvoir décentrer un peu le pouvoir d'arbitrage, parce que souvent, il s'agit de ça. En fait, ce qui est dur, c'est qu'on va toujours remonter tout en haut quand il y a un sujet un peu compliqué. Et là, ce qui est chouette, c'est que le dirigeant, il peut dire, en fait, est-ce qu'il faut virer ou pas cette personne ? C'est pas moi qui vais prendre la décision. On regarde par rapport à la culture. Est-ce que ce gars, il a enfreint ce qu'on avait posé comme étant les comportements incontournables par rapport à nos valeurs ? Si c'est le cas, en fait, la décision, elle est écrite. Moi, j'ai aucun rôle à jouer. Donc, ça dégage pas mal de cette responsabilité. Et l'autre truc qui est chouette, c'est que ça permet aussi un peu à chacun de prendre sa juste place. Et donc, pour un dirigeant, moi, je me rappelle par exemple, une boîte qui s'appelle QuickSign, et les 2 dirigeants sont adorables. Et ils ont dit, en vrai, en toute franchise, le management, c'est pas trop notre truc, quoi. Et on en est conscient. Et du coup, justement, on va l'assumer, on va le dire. Et il y aura d'autres personnes qui sont dans le Comec qui sont hyper pertinentes et qui vont s'occuper de ce côté-là. Nous, on va se focaliser sur ce pourquoi on est bon. Enfin, c'est vraiment important en tant que dirigeant de pouvoir être authentique. Et effectivement, d'avoir défini la culture comme cadre, ça permet de pouvoir se dire, OK, je sais que de toute façon, les gens vont aller dans la bonne direction. Je n'ai pas besoin d'aller regarder au quotidien ce qui se passe. Et ça montre, ce que tu viens de dire, ça montre justement que la culture elle est très forte parce que ce qu'il y a derrière en creux, c'est aussi un niveau de confiance qui est énorme. Quand tu es entrepreneur, que tu as créé ta boîte, pour beaucoup, c'est ton seul patrimoine. C'est des années de boulot. C'est quasiment ton enfant. Comme on parlait d'un mariage entre associés pour créer quelque chose. Tu as beaucoup de dirigeants qui, au début, et beaucoup de primo-entrepreneurs qui ont un énorme problème de contrôle, qui n'arrivent pas à lâcher. Parce que c'est très dur de faire confiance à quelqu'un en sachant qu'il fera probablement moins bien que toi. Et c'est aussi à ce moment-là que tu deviens toi-même un goulot d'étranglement pour ta boîte. Bien sûr. Et c'est vraiment lorsque le dirigeant a du mal. Chaque fois, lorsque la culture n'est pas définie, il est chaque fois obligé d'être le garde-chion, de vérifier, etc. Une fois que la culture est définie, c'est formidable. Et l'harmoniste, il est là pour l'encourager à lâcher prise. Je pense là encore à Geoffroy de Chapka. Au départ, ce n'était pas du tout son style de manager, son savoir-faire. Et au fur et à mesure que la culture était tellement claire, tellement incarnée par l'ensemble des collaborateurs, qu'il n'y a même plus besoin de manager. Ça devient très naturel. Là où c'est un petit peu courageux, de la part d'un dirigeant, c'est qu'une culture, c'est une sorte de constitution. Il doit être exemplaire. Donc c'est une constitution qui s'applique à lui-même. Donc d'un côté, ça va lui donner la liberté de lâcher prise, de déléguer, de responsabiliser l'ensemble de ses équipes. De l'autre côté, il fixe des règles qu'il se fixe aussi à lui-même. Donc il abandonne une partie de son pouvoir royal et dictatorial pour dire oui, là il y a des règles qui s'appliquent à nous-mêmes et je vais être le premier à le faire. Mais derrière, la conséquence merveilleuse, c'est que l'ensemble des collaborateurs deviennent des intrapreneurs puisqu'ils peuvent eux-mêmes proposer des choses, innover, comme tu le disais, ça libère les énergies, ça libère énormément de choses puisqu'il y a un référentiel sur lequel, qui est objectif. Et voilà, donc ça donne énormément, ça change vraiment la philosophie de gérer une entreprise. Carrément. Et ça me donne peut-être sur un autre point aussi pour finir de répondre à cette question-là. Avoir une culture forte, c'est aussi la raison pour laquelle un grand leader n'a pas forcément besoin d'être un grand manager, puisque c'est aussi un instrument très fort pour faire grandir tes managers, notamment tes jeunes managers. C'était le cas beaucoup dans des entreprises en croissance avec des gens qui se sont retrouvés bombardés, managers de 12, 20, 30 personnes, très peu de temps après leur arrivée, souvent, parfois à des âges très précoces. Quand tu es tout seul et que tu as un feedback difficile à faire à quelqu'un parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il ne fait pas l'affaire, déjà, tu ne sais pas forcément mettre les mots dessus, tu ne sais pas pourquoi il n'est pas bon, c'est juste que ça ne marche pas. Et puis, tu peux souvent te sentir très seul. Si tu as le cadre qui est clair, que tu as la culture qui est claire, que tu as les comportements qu'on veut, les comportements qu'on ne veut pas, les compétences qu'on cherche et celles qu'on ne cherche pas qui sont définies, tu peux beaucoup plus facilement t'appuyer dessus pour faire un retour, déjà qui sera probablement mieux articulé et plus constructif, et surtout te dire, c'est pas moi, Vincent, qui dit que tu n'es pas bon. On s'est collectivement mis d'accord sur voilà ce qu'on veut faire, et là, factuellement, tu n'y es pas. Donc c'est aussi cet énorme cadeau qu'on se fait à soi en tant que dirigeant de plus devoir gérer toutes ces situations qui sont difficiles et pas agréables. Et c'est un cadeau qu'on fait à ses équipes de dire t'es pas tout seul, tu as des outils et tu peux t'appuyer sur le collectif pour aller faire toutes tes tâches, même les plus désagréables. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire du temps qui va être dégagé ? Et ça qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que vous avez ce cadre qui est défini, que les équipes s'emparent, deviennent responsables, et vous, ça vous libère de la charge mentale, ce qui est déjà pas mal. Et deuxièmement, ça vous libère du temps. Et c'est là que, moi j'aime bien dire, allez chasser la baleine, allez chercher, mettez un niveau d'ambition. Et voilà. Donc c'est le point, je trouve, le plus formidable. Ou simplement, d'ailleurs, soyez disponible. Moi, je me rappelle d'un autre dirigeant, justement, il disait, maintenant... j'ai 4 ou 5 heures par jour complètement disponible. Il n'y a rien dans mon agenda. Rien. Donc, je peux effectivement être là si un collaborateur a besoin. Je peux passer du temps
pour vraiment bien connaître mes clients, etc. Enfin, c'est aussi, ou juste, je peux passer du temps avec ma famille. Oui, c'est ça. Va voir tes enfants, fais du sport, prends soin de toi, t'es pas Non, mais obligé c'est de te ça. tuer au travail. Enfin, l'idée, c'est effectivement de se dire, ça permet vachement de lever le pied. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le leadership, je pense que définir la culture, définir cette charte, c'est effectivement pas suffisant si on va pas un cran plus loin. Si on veut vraiment que le CEO puisse déléguer complètement à des managers, il faut définir c'est quoi le management qui est cohérent avec notre culture. Et ça, effectivement, c'est vraiment ce travail d'aller très finement dire, OK, ça veut dire quoi manager chez nous? On a dit que dans nos valeurs, il y avait be candid with compassion, donc d'avoir cette candeur équilibrée par la compassion. On parlera tout à l'heure, hein, c'est important d'avoir des valeurs qui s'équilibrent mutuellement. OK, bah, concrètement, ça veut dire quoi? C'est effectivement, c'est quoi les comportements qu'on va rechercher? Parce que tant que ça reste quelque chose qui est juste des mots, ça va pas aller assez loin. Il faut que les mots se traduisent en action, il faut qu'ils se traduisent en bonne pratique, il faut qu'ils se traduisent en comportement, il faut qu'il y ait des exemples, des histoires, pour que ce soit vraiment dans l'esprit des gens quelque chose d'hyper concret qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et là, en tant que dirigeant, on peut se dire, OK, je sais qu'on a la même interprétation des choses, et du coup, je peux, entre guillemets, me reposer sur lui. Oui, c'est un énorme sujet d'interprétation. Tu parlais de mots. Quand tu as juste un mot comme valeur, je pense que je prends des valeurs très simples, excellence, responsabilité, etc. Esprit d'équipe. Esprit d'équipe. Et après, je vous demande à tous les deux, c'est quoi l'excellence, l'esprit d'équipe? Vous connaissez très bien, ça fait 10 ans que vous travaillez ensemble, mais je suis sûr que vous ne donnez pas la même réponse. Imagine sur une boîte de 1000 personnes. Ouais, voilà pour le sujet de l'interprétation. Ça, c'est le sujet, effectivement. Le sujet des mots, c'est pour ça qu'effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est... s'arrêter aux mots, c'est hyper dangereux, parce qu'effectivement, il y aura plein de choses que vous pouvez mettre derrière. Donc, à partir du moment où vous avez mis le mot, c'est le début, en fait, c'est pas la fin. Il faut mettre le contenu, enrichir et mettre du concret derrière. Et puis surtout, il faut que ça vive. Il faut que les gens ils voient au quotidien des exemples de « Ah oui, ça veut dire ça, l'excellence chez nous, très bien ». Exactement. Moi, ça me rappelle Damien Néret de Let's Sign It. Et lorsque Hélène était intervenue auprès de lui, il avait une phrase extraordinaire. Il avait dit, mais je me rendais pas compte à quel point il y a un écart dingue entre que moi, ce que j'avais compris, ce que je définis la culture et comment je la vis tous les jours, et la compréhension des équipes. Et ça, c'est valable dans, je crois, à peu près 100% des entreprises que l'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a un énorme écart entre le dirigeant, le codir aussi, quelquefois, et l'ensemble des équipes. Et c'est tout le travail de non seulement mettre des mots sur la culture, mais après de la mettre en action, comme tu viens de le dire, Hélène, c'est vraiment de la mettre au plus profond des processus, des rituels, etc., de la faire vivre dans la durée, c'est de toujours préserver une unanimité, une vision conforme, une vision collective de la culture. Et très vite, il y a des quiproquos qui naissent quand on grandit. Et notamment, il y a un truc très important, c'est le passage d'étape. Le passage d'étape des 20 personnes, des 50 personnes, des 150 personnes. Et à chaque changement d'étape, il y a des changements d'organisation, des changements d'hommes. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à perdre son âme. Et donc la culture, elle est là aussi pour faire perdurer l'ADN de l'entreprise tout au long de son évolution. Ah, beau teasing pour l'émission d'après. Carrément. On peut du coup parler peut-être un peu de comment ça se passe à l'international. Alors l'international, c'est une question que là, très souvent, très souvent on se dit, mais finalement il y a autant de cultures que de pays, et on voit très bien les différences culturelles, on dit des différences interculturelles entre la France et l'Allemagne, etc., entre la France et n'importe quel autre pays. Donc comment on fait pour gérer ça? C'est souvent une question qu'ont les chefs d'entreprise. Je pense à Jocelyn Martin, qui pose cette question: quelles sont les best practices pour diffuser une culture d'entreprise auprès d'équipes présentes dans plusieurs pays? Alors, est-ce que vous avez des tuyaux à nous partager? Des tuyaux, on va surtout parler d'exemples, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de bosser avec des boîtes qui sont présentes dans plein de pays. Et ce qui est hyper intéressant, moi je pense par exemple à Voltalia. Voltalia, j'ai été, je crois, dans 12 pays. Et dans 12 pays, il y avait ces 4 valeurs qui ressortaient dans le sens qui étaient vraiment incarnées et vécues, alors que c'était des cultures complètement différentes, des parts complètement différentes. On parle de l'Égypte, du Brésil, du Portugal, de la France. Enfin, c'est vraiment des pays qui, culturellement, sont vraiment, vraiment différents. Mais on va retrouver ces mêmes fondamentaux parce qu'effectivement, c'est une culture déjà qui a une mission super forte autour d'améliorer l'environnement global en favorisant le développement local. Donc, qui est vraiment très... T'as vu ça? Félicitations. Avec les rimes, c'est toujours mieux pour retenir. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en plus, ils ont beaucoup investi pour que cette culture, elle reste diffusée, vécue, incarnée et défendue de manière internationale. Donc là, une bonne pratique, par exemple, ça a été donc de faire un atelier pour justement un peu remettre à jour les valeurs, ce qu'elles veulent dire, les histoires qu'on met derrière, etc., avec tous les collaborateurs qu'ils souhaitaient de la boîte. Donc ça veut dire que c'est des centaines de personnes qui ont participé à ces ateliers. Ensuite, il y a eu une co-construction de la vision, de dire, OK, donnez-nous vos rêves, en fait. Exprimez là où vous voudriez qu'on soit dans 10 ans.
Et là, c'était génial parce qu'effectivement, les gens ont pu vraiment se projeter dans l'avenir de la boîte. Et donc ça a créé une cohésion extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, ce qui s'est constitué, c'est une équipe d'ambassadeurs de la culture internationale, avec justement un représentant par pays et qui a pu justement continuer à diffuser ces éléments de culture au niveau international. Et ça, c'est vrai que c'est ultra puissant pour vraiment fédérer tout le monde à l'international. Carrément. Et il y a un truc là-dessus. Déjà, il y a souvent une misconception, en gros, entre la culture nationale, l'identité que tu as parce que tu es français, allemand, etc., et la culture entreprise. C'est des choses qui sont à la fois différentes et qui peuvent tout à fait coexister. Par contre, plus tu as une entreprise qui va être internationale, plus forcément tu auras des différences culturelles, identitaires, qui font que tu as d'autant plus besoin d'aller chercher qu'est-ce qui nous lie. Et c'est ça là, que tu vas aller chercher sur la culture. Donc ce travail d'explicitation, tu peux pas te reposer sur un cadre de référence commun qui est on a fait les mêmes écoles, on a grandi aux mêmes endroits, on a les mêmes codes, on aime les mêmes films, on fait les mêmes citations. Tu te retrouves avec des gens qui sont à Singapour, tu peux toujours essayer de citer Kaamelott, ça va pas marcher. Voilà, tu peux essayer, mais ça marchera probablement pas. Là, il y a même une question de génération. Ouais, clairement. Je pense même là, ça marchera peut-être pas. Mais tu vois, donc justement, d'autant plus tu as effectivement des générations, des nationalités, des points de vue différents dans une entreprise, plus tu as besoin d'aller chercher, matérialiser, mettre des mots et utiliser encore une fois de manière très intentionnelle qu'est-ce qui nous lie dans la manière qu'on a de travailler. Typiquement, tu as une boîte, pareil, dans une de nos premières interviews, tu avais Content Square, Nicolas Fritz, le CEO de Content Square, qui était venu nous raconter ça. C'est une magnifique licorne française, ils sont développés dans plein de pays, ils ont levé des centaines de millions d'euros. Et eux, ce qu'ils te disent, c'est on a énormément investi sur notre culture entreprise pour poser ce cadre-là. Dans ce cadre-là, on laisse complètement s'exprimer les particularismes. Tu vas, toutes les office parties sont à thème des différentes nationalités, etc. Tu as toute la latitude de t'épanouir en étant qui tu es et de complètement être authentique en tant qu'individu, en tant que singapourien, américain, anglais, italien, français dans la culture, parce que tu sais que cette culture-là, tu vas la retrouver partout. Les valeurs, tu les trouves partout, et ce qui te met en confiance, te permet justement de dépasser ces différences culturelle et donc de nationalité. Ouais, ça va être le lien, ça va être la confiance. Par exemple, on va pouvoir travailler sur un why, sur un where, sur un what. Qu'est-ce qu'on fait, c'est où est-ce qu'on va, quelle est notre vision, quelle est notre raison d'être. Tout ça, c'est indépendant des pays. Donc c'est vraiment, et plus ça sera fort, plus ça sera vécu. L'interculturel, ça va être sur le how, ça va être sur le comportemental. Et là, plus vous aurez lié la confiance et plus vous aurez des valeurs qui sont les éléments incontournables de comportement, plus le reste, plus les disparités, les diversités culturelles, au contraire, sont riches de différences, sont riches de... juste pour vous avez une idée non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, tu fais bien le lien avec culture et diversité. C'est-à-dire, parfois, on nous dit, non, mais de toute façon, si on définit trop la culture, on va tous se ressembler, on va tous être les mêmes, et du coup, il n'y aura plus aucune place pour la diversité. Et en fait, effectivement, c'est un peu comme de dire, je sais pas, de définir un trait de personnalité, ça ne va pas empêcher qu'on peut avoir effectivement une chinoise, un sénégalais ou une brésilienne qui vont de la même manière avoir ce trait de personnalité. Ils auront des cultures complètement différentes. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'il faut prendre les valeurs. On définit des traits de personnalité communs qu'on va rechercher chez tout le monde. Mais par contre, ensuite, l'histoire, la culture, etc., peut être hyper différente. Et justement, ça permet d'avoir un fil qui fait que plutôt que par défaut, on se dit, bon, on va pas prendre de risques, on va prendre des gens qui nous ressemblent parce que du coup, au moins, on est sûr qu'on va bien se comprendre. Et c'est vrai, c'est important. On va prendre des traits de personnalité où on sait que les personnes qui ont ces traits-là, on va bien travailler ensemble. Et ces traits de personnalité, en fait, c'est les valeurs profondes qui animent ces personnes-là. Alors là où ça devient un petit peu plus complexe, et ce qu'on vous encourage à faire, c'est à réfléchir sur votre stratégie culturelle internationale. Pourquoi ? Parce que soit vous êtes Starbucks et vous voulez la même culture partout dans le monde, en étant là, cette fois-ci extrêmement clair, soit vous êtes McDo, où là vous avez quand même une culture très forte, mais vous acceptez que chacun des pays ait une sous-culture, et donc il y a pas mal de différences possibles. Soit par exemple vous dites, voilà, moi je suis une boîte française, je vais à l'international, mais j'assume ma culture française, et je prends que des dirigeants franco-belges, franco-allemands, etc. Soit je dis non, je suis une société comme Sphering, que tu as eu au micro, qui est une société qui se dit non, je suis radicalement international, et je gomme le français, l'anglais devient la langue internationale. Donc toute l'idée par rapport à ça, c'est pas d'aller comme ça à l'étranger, à l'international, la fleur au fusil, c'est de se dire en amont, qu'est-ce qu'on veut vivre ? Est-ce qu'on veut une seule culture ? Est-ce qu'on accepte un certain degré de tolérance ou de richesse ou de diversité dans la culture ? Voilà, donc c'est de réfléchir à cette stratégie culturelle, et c'est ça qui fait que votre développement international sera scalable. C'est vrai. Je pensais d'ailleurs aussi à Singular qui a, pareil, scalé de manière assez impressionnante. Et eux, leur stratégie, ça a été, on va rassembler
au siège, dès le départ, plein de nationalités. Donc, en fait, vous allez venir dans nos bureaux et il y aura 20 nationalités, direct. Donc, effectivement, c'est tout de suite un bouillon de culture. Et du coup, ça nous permettra d'être partout dans les pays parce que, en fait, on est naturellement, entre guillemets, citoyens du monde. Carrément. Bon, j'ai cité Kaamelott tout à l'heure, je vais tenter de faire une autre situation très générationnelle. Je vais vous poser une question très simple. Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises cultures? Je sais pas si est-ce que vous avez cette référence déjà? Alors, il y a la bonne culture, c'est le gars, il se dit, faut faire la culture, il fait la culture. C'est Par encore une autre contre, référence, mais ok. il y a aussi ceux qui font la bonne culture, tu vois, ils se disent, là, il y a une culture et ils font la culture. Et là, il se passe des choses, quoi. Ah, le bon et le mauvais chasseur, donc. Ah, Ok. j'ai tenté celle-là. J'étais plutôt sur le monologue d'Otis, tu vois. Il y a des bonnes et des mauvaises situations. Ouais. Mais ok, ça marche aussi, effectivement. Tu vois, donc comme quoi les références traversent le temps. Mais blague à part, on a souvent ce truc-là, on nous dit, on veut construire une bonne culture, il y a des bonnes et des mauvaises cultures. Souvent, dans les demandes d'intervention qu'on peut avoir aussi, c'est on veut améliorer notre culture. Voilà. Donc la question c'est, est-ce que ça existe une bonne culture et une mauvaise culture? Enfin, pour moi, une culture, c'est une culture qui est incarnée, qui est authentique. Elle peut être ultra exigeante, comme Netflix, où on met un degré d'exigence absolument dingue, ou ultra bienveillante, ou ultra réactive, c'est ce qu'on veut, mais il faut l'incarner. Donc pour moi, il n'y a pas de bonne et mauvaise culture. Il y a des cultures qui sont cohérentes ou incohérentes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans la culture, manque d'exemplarité, etc. Et c'est là qu'on amène à des véritables problèmes à l'intérieur de l'entreprise, ou est-ce qu'il y a une véritable incarnation, et là, il y a une véritable cohérence au sein de la culture. C'est plutôt ça, pour moi, le cut. Oui, après, effectivement, ce qu'on peut se demander, et on nous le dit souvent, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a un peu des cultures à la mode? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un peu plusieurs dimensions qu'on voit. Il y a beaucoup la dimension d'impact. Et il faut absolument avoir une culture qui a du sens, qui contribue positivement à la société. Nous, la réalité, c'est quand même, on a vu un paquet de boîtes. Si on pense par exemple aux ONG, il y a des gens qui bossent dans certaines ONG, on ne peut pas avoir plus de sens. Pour autant, ils sont malheureux comme des pierres. Et à l'inverse, on a vu des boîtes où ils faisaient des tuyaux de poêle. Et pour autant, ils parlaient avec des étoiles dans les yeux. Donc, finalité, modalité, il ne faut pas forcément confondre. Et ça, c'est vraiment important. Comme le disait Patrick, ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de très cohérent et d'aligner. Et ensuite, ce qu'on voit aussi qui peut être à la mode, c'est le côté, effectivement, management bienveillant, la bienveillance. Ça, la bienveillance, c'est vraiment hyper clivant. C'est-à-dire, on a certaines boîtes, elles adorent, et d'autres boîtes, les dirigeants ne veulent même pas en entendre parler. Donc, de la même manière, en gros, la question, c'est plus en termes d'efficacité. Donc, si on se pose la question de bonne ou mauvaise, dans le sens performance, a priori, un certain nombre d'études en psychologie ont montré qu'on était plus performant si on avait un haut degré de ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Ça veut dire je sens que je suis dans une équipe où je peux être totalement moi-même et donner le meilleur de moi-même. Ensuite, derrière, je te rejoins tout à fait, on peut faire ça dans un cadre où on va être ultra compétitif, on va être à fond, on va avoir beaucoup de pression, ou dans quelque chose au contraire où on va prendre le temps de bien faire les choses avec qualité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, il y a quand même besoin d'avoir peut-être une forme de management où on crée de la confiance, où on pourra dire que ça peut contribuer à une bonne culture. Mais à la fin des fins, ce qui compte effectivement, c'est d'être cohérent, d'être aligné. Et il vaut mieux avoir un cadre où on dit, OK, chez nous, ça rigole pas. Mais au moins, tu le sais. Et justement, là-dessus, je voulais faire un focus. Il y a une question qui nous a été posée par Emery encore, Emery Duriemis d'Alenia, qui nous parle du burn-out. Et la question, c'est alors déjà, comment on fait pour identifier les burn-out et les prévenir? Emery est très bienveillant, il n'a pas envie que ça arrive à ses équipes, et on le comprend. Et de manière plus générale, est-ce qu'il y a des cultures qui sont plus propices au burn-out, et globalement, où est-ce que tu mets le cut, tu vois? Parce qu'il n'y a pas de bonne, pas de mauvaise culture, mais une culture qui envoie 30% de ses salariés à l'hôpital, j'ai tendance à appeler ça une mauvaise culture quand même. Ouais, ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est un problème culturel? Est-ce que c'est un problème de management? Est-ce que c'est un problème de structurellement avoir une quantité de travail trop importante? C'est-à-dire, moi j'ai vu des gens partir en burn-out et ils disaient mais toute mon équipe est extraordinairement bienveillante. C'est juste, il y a trop de boulot. C'est juste trop. Et là, c'est la capacité du coup à aider les gens à avoir une forme d'équilibre. Ce qui était intéressant, par exemple, c'est Let's Sign It. Justement, eux, ils se sont construits avec... donc, c'est une boîte qui fait quand même 50% de croissance depuis quelques années dans la tech. Et eux, ils ont dit, nous, on veut une croissance sereine. C'est vraiment cette notion de sérénité. Donc, c'est quel rythme on va donner. Et effectivement, le burn-out, c'est souvent que le rythme est frénétique et on n'arrive pas à prendre ses temps de repos. Maintenant, si on repart en mode un peu cerveau, ce qui est certain, c'est que notre cerveau déteste, mais vraiment déteste,
quand les choses ne sont pas cohérentes, quand les choses ne sont pas prévisibles. Le cerveau, il peut vraiment abattre une quantité folle de travail, mais par contre, s'il y a des incohérences, et c'est là où on revient à ça, bah, c'est ça qui génère du stress, en fait. Vraiment, le cerveau, il se met à stresser quand il voit un truc, il se dit, mais ça, c'est pas logique. Mm. Ouais, absolument. C'est une sorte de cohérence globale, et une grosse incohérence va créer une énorme tension. En fait, la culture, c'est une sorte de contrat moral que l'on signe avec les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, avec les actionnaires. Mais lorsqu'un collaborateur, si le contrat moral n'est pas clair en amont, si vous n'avez pas exprimé votre culture et que vous arrivez pour une mauvaise raison, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Et c'est là que déjà les conditions sont larvées pour avoir un burn-out. Donc déjà, le burn-out peut venir de plein de causes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça peut être un mauvais manager, ça peut être une tension, ça peut être des problèmes personnels, ça peut être une auto-pression que la personne se met. Voilà. Et puis, vous avez une propension au burn-out beaucoup plus importante, comme tu viens de le dire, Hélène, sur des entreprises qui ont un tempo, qui ont un rythme, qui ont une pression très rapide, parce que le marché l'impose, mais il faut l'exprimer. Si vous dites en amont, comme tu le disais Vincent tout à l'heure, voilà, chez nous, il y a un tempo très rapide, il y a une pression parce que, voilà, les visions du marché, parce qu'on a telle rapidité, on a tel objectif, tel challenge qu'il faut absolument qu'on obtienne, et ben, soit tu joues le jeu, soit tu joues pas le jeu. Si tu acceptes ce tempo, et ben, voilà, tu pars en connaissance de cause. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour éviter les dérapages? Donc c'est tout ce travail en conscience que nous, les harmonistes, on encourage à faire, de bien poser le tempo, d'expliquer pourquoi et d'éviter les dérapages. Et on peut travailler aussi sur des outils comme la santé mentale. Il y a aujourd'hui pas mal de plateformes, donc Hacker, etc., qui proposent des outils de santé mentale qui vous permettent d'alerter lorsqu'il y a un risque de dérapage. Oui, complètement. Pour revenir à ce que tu dis sur les dissonances, en fait, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est que tu peux que minimiser le risque, entre guillemets, dans ton entreprise. Tu peux faire tout ce que vous venez de dire, c'est que des éléments de minimisation du risque. Et le truc, c'est de venir éviter les incohérences, les dissonances. Et ça, pour moi, il y a tout plein de deux trucs que tu peux faire assez facilement. Le premier, c'est entre l'extérieur et l'intérieur. La marque employeur, c'est pas quelque chose qu'on vend pour faire sexy et pour attirer des gens. Pour une fois qu'on est rentré, on se rend compte que c'est l'enfer. Tout le monde a tout à perdre, hein, que ce soit le candidat ou l'entreprise. Si on attire des gens en leur faisant des fausses promesses et qu'une fois qu'on a passé la porte, on se rend compte que c'est pas du tout ce pour quoi on a signé, on va pas rester, ou on va se désengager, ou dans les pires des cas, effectivement, on va faire un burn-out. Donc être très clair dans sa marque employeur sur ce qu'on vit à l'intérieur. Après, si on n'est pas satisfait avec ce qu'on vit à l'intérieur, c'est peut-être s'interroger sur le pourquoi ça nous va pas, de montrer ce qui se passe vraiment chez nous, pour être très clair. Et l'autre point, c'est aussi d'essayer d'éviter les injonctions contradictoires. Éviter d'essayer de fixer à vos salariés des objectifs qui ne dépendent pas d'eux, par exemple, pour des choses qui se voient très souvent. Je dois remplir tant de pourcents de facturation, ou trouver tant de leads, ou closer tant de deals, mais ce n'est pas moi qui suis en capacité de le faire. Ça, c'est le meilleur moyen pour rendre les gens complètement impuissants et les faire courir après des chimères qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils vont se culpabiliser et ils vont partir en live. Oui. En rebondissant sur ta notion d'injonction contradictoire, il faut aussi traiter le problème très en amont au niveau de l'actionnariat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un actionnaire qui demande une performance financière, qui ne regarde que la performance financière, que vous, pour attirer les gens, pour répondre à la quête de sens des jeunes, etc., vous vendez une marque employeur, là vous êtes en injonction contradictoire, et le rôle des dirigeants à ce niveau-là, la position des dirigeants et des managers devient très délicate. Si vous assumez totalement votre culture auprès des actionnaires, vous exprimez voilà qui on est, voilà ce qui a fait notre réussite, et la culture, c'est votre goodwill, c'est ce qui fait, c'est votre martingale qui a fait votre réussite. Et si l'actionnaire se dit ok, ça j'aime bien, j'apprécie et je le respecte, et on va chercher la performance et la culture, et on va marcher vraiment sur deux jambes, c'est la culture qui va permettre la performance, et la performance qui permettra de continuer à développer votre projet, et voilà. Et là ça marche bien. Donc il y a aussi un travail à faire pour éviter une surfinanciarisation qu'on a vécue, qu'on vit encore, et qu'aujourd'hui les jeunes et les moins jeunes ont de plus en plus de mal à supporter. Et juste là-dessus, c'est le principe de résonance dont on parlait tout à l'heure quand on parlait des partenariats. Et comment tu fais pour gérer ça quand tu deviens une compagnie qui est cotée publiquement? Tu choisis plus tellement tes actionnaires. En fait, c'est une grande liberté d'être coté. C'est un truc assez incroyable parce que on a d'un côté des actionnaires lorsque c'est une société privée, et puis quand on est coté, finalement, on a des analyses et on peut beaucoup mieux passer en fait, tout ce que on véhicule, son projet, sa stratégie, mais aussi sa culture. Et à ce moment-là, l'actionnaire devient extrêmement libre de céder ses parts ou au contraire d'investir. Donc, au contraire, la bourse peut être un très très bon moyen. Là où c'est délicat, c'est que la bourse est une sorte de thermomètre qui vous donne à tout moment votre température et qui
pas toujours la bonne. Donc c'est assez délicat parce que vous avez une financiarisation apparente qui peut perturber, et puis il y a une sorte de court-termisme. Vous êtes à regarder le cours de bourse tous les jours, donc quelque part vous perdez la vision long terme pour une vision court terme. Donc la bourse a bien d'avantages, a aussi des inconvénients, mais voilà, faut pas non plus. Au contraire, moi j'ai coté 2 entreprises en bourse et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai oublié de te poser la question. Trop bien. Donc, cohérence, encore une fois, de bout en bout, avec des résultats qui vont être très avantageux pour tout le monde. On commence à arriver vers la fin. Hélène, on a peut-être le temps pour une dernière idée reçue que tu aimes bien. Peut-être en fait, parce qu'on en a un peu parlé, mais de se dire vraiment, à chaque fois on parle de définir la culture. Ok. Donc, moi je suis bonne élève. J'ai défini ma culture. Ça y est, elle est écrite là. Elle est là, j'ai mon culture book, il est sous ma main. Et maintenant, du coup, c'est bon, c'est fini. Je suis sauvé, t'es débarrassé. Je suis guéri. Patrick, qu'est-ce que t'en penses? On est débarrassé une fois que c'est bon? Alors on peut aussi les mettre sur les murs, mettre des grandes les valeurs sur les murs affichées. Ah bah oui, je l'ai fait. Est-ce que c'est écrit sur ton baby-foot ou pas? Alors, on n'a pas une baby-foot, mais dans la salle de relaxation yoga, il y a marqué partout ce qu'on a mis bienveillant, des trucs comme ça. C'est à la mode. Petit mantra, super. Ouais, c'est pour ça que notre slogan, nous, Harmonie, c'est la culture en action. C'est qu'une fois qu'on l'a définie, effectivement, si on la met en action, c'est là que le vrai challenge commence. En systémique, comme on le disait tout à l'heure, c'est à tous les niveaux. La faire vivre, l'incarner, la communiquer. Voilà, c'est quelque chose qu'on répète souvent. Donc on encourage à ce qu'il y ait des rituels, on encourage à ce que cette culture soit auto-animée, par exemple avec un vocabulaire maison. Enfin, il y a plein de façons très originales. On a développé énormément d'outils pour communiquer la culture de manière plutôt fun, avec des badges interactifs, avec des posters interactifs, avec des t-shirts interactifs qui vous rappellent. Et vous pouvez cliquer avec votre téléphone portable, vous pouvez voir des vidéos qui se déclenchent sur votre t-shirt, etc. Et voilà, donc la culture, il faut quelque part la ressasser de manière perpétuelle, l'entretenir, mais il faut aller aussi au niveau des process les plus profonds. Donc vous avez énormément de moyens. Et c'est ça qui va gommer l'écart entre la culture telle qu'elle est définie et la vraie réalité que doivent vivre tous les jours. Et vous avez gagné lorsque c'est effectivement, comme on le disait tout à l'heure, les collaborateurs sont les gardiens, que toute action dans l'entreprise, toute décision, on a cette culture comme référentiel qui nous aide à prendre ces décisions. Et concrètement, par rapport à ça, on fait comment? Parce que là, très bien, je veux bien faire des t-shirts. Mais sinon... Je trouve que c'est une bonne idée, les t-shirts, quand même. Oui, non, on a bien compris. Le t-shirt avec le QR code qu'on flash, on retient l'idée. On va vraiment travailler sur l'ensemble d'abord sur le leadership et le management. Tu en parlais tout à l'heure, Hélène, le leadership model, comment on va manager en fonction de la culture. On va travailler au niveau des managers, de comment chacun des managers va animer son équipe et va encourager son équipe à être proactive. On va travailler aussi avec des équipes d'ambassadeurs. Donc la culture team dont tu parlais tout à l'heure, Vincent, c'est cette culture team qui va proposer des choses, qui va donner des priorités, etc. On va travailler sur le programme de formation, on va travailler sur la communication interne, on va travailler sur les rituels, la sémantique, la symbolique autour de ça, sur les processus. Et quand je cite tout ça, ça vous donne un champ de tir extrêmement large. Et pourquoi? Parce que la culture, ça marche lorsque c'est mis en œuvre concrètement, mais lorsque c'est vécu sur le titre émotionnel. C'est-à-dire que cette fierté d'appartenance, on va l'avoir lorsque quelque part, il y a quelque chose, on va toucher le cerveau gauche, un siège des émotions. Là, tu as une notion d'intentionnalité, tu as aussi une notion de temporalité en complément de ça sur ta culture d'entreprise. On l'a dit au début, la culture, c'est comment tu fais les choses. En réalité, quand ta boîte va changer, la manière dont tu vas bosser va aussi changer. Tout ce que tu as écrit sur ta culture, tu as probablement 6 mois de retard, au moment où tu l'écris, sur le temps que ça émerge, que le process se fasse, tu as probablement 6 mois de retard sur la culture actuelle de ta boîte. Donc la question, c'est est-ce que tu peux vraiment te permettre d'avoir écrit tes valeurs avec tes 3 associés quand tu as créé ta boîte, de monter à 20, à 30, à 50, à 100, à 500, et de jamais les revisiter? Probablement pas, puisque tes process vont changer, ta culture va changer, les gens que tu vas amener dans ton entreprise vont eux aussi amener une partie d'eux-mêmes, leurs propres valeurs, leurs propres comportements, ce qu'eux ils aiment, comment ils aiment faire les choses, comment ils travaillent. Tout ça, c'est autant de parties qui vont s'ajouter à une somme, qui vont probablement la modifier, et tu as tout intérêt, si tu veux rester up-to-date avec ta culture et avec tes pratiques, à la remettre à jour régulièrement pour éviter de, encore une fois, créer une dissonance entre la culture d'avant et la culture de maintenant, et avoir ceux qui te disent c'était mieux avant. Le travail, là où c'est vraiment intelligent, c'est le travail en conscience. C'est-à-dire, on part d'où, où est-ce qu'on est aujourd'hui,
un nouveau dirigeant arrive, il y a une évolution stratégique majeure qui nécessite une transformation culturelle. Effectivement, la culture vit, mais elle ne vit pas de manière aussi rapide que ça, sauf des événements extrêmement forts, comme un changement de dirigeant. Voilà, il faut arriver à avoir une évolution darwinienne de la culture, mais surtout de la cartographier. On est où aujourd'hui, ok, et c'est quoi notre culture cible qui va nous permettre de réaliser au mieux notre stratégie. Et c'est là qu'on peut faire des transformations culturelles très intelligentes et que tout le monde comprend, parce qu'on peut les faire en totale transparence.